Bienvenue, Bonjour à tous. bienvenue à vous tous et toutes. Olivier et moi, Pierre-Jean, sommes ravis de vous accueillir. Je suis Pierre-Jean Combard, consultant à l'APEC de Lyon, et je laisse Olivier se présenter. Oui, merci Pierre-Jean. Olivier Fourmont, consultant en développement professionnel à l'APEC également de Lyon. Alors peut-être juste avant de commencer, c'est un webinaire qui va durer 1 heure. L'idée, c'est qu'il se veut interactif, hein, donc à cet effet, vous avez la possibilité de passer par le chat. Faites-vous plaisir surtout, hein. L'idée, c'est, comme je vous disais, que ce soit une démarche interactive et pas descendante. Bien entendu, on va, Olivier et moi, partager notre expérience, surtout autour de votre expérience, de senior. Donc rappelez-vous, hein, l'intitulé, c'est effectivement, «Je valorise mon expérience senior». Alors, Heu j'en profite, Pierre-Jean, pour vous oui, demander à toutes et tous dans le chat d'évoquer si vous êtes cadre, puisqu'on est sur la semaine de l'évolution professionnelle et que finalement, dans les publics qu'on touche, vous savez que la PEC est orientée cadre, mais parmi vous, peut-être certains ne l'êtes pas. Et donc, qu'on puisse adapter notre discours aussi et tenir compte de votre situation. N'hésitez pas à préciser C pour cadre ou NC pour non cadre, hein, parmi vous. et par Dans le ailleurs, chat, dans le chat. éventuellement, j'en profite aussi en lien avec la réflexion, la remarque d'Olivier. Éventuellement, si vous êtes du secteur public, merci de nous le préciser également. Ok. Alors, il n'y aura pas d'envoi du diaporama, du PowerPoint. En revanche, il y aura un replay, hein, donc, qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'événement. Et on vous mettra, avant la fin de la session, le lien qui vous permettra de vous connecter sur le replay. Et Alors, d'ailleurs, Pierre, vous aurez l'ensemble des replays de la semaine de l'évolution professionnelle. alors tu vois, Pierre-Jean, dans les retours qui nous sont faits, et merci à vous de les préciser, je Oui. vois au moins 3 personnes qui sont non cadres. Parmi la petite cinquantaine qui est présent, au moins 3 non cadres. Parfois, vous précisez, je suis indépendant. Hein, voilà, donc il y a aussi parmi nous, Pierre-Jean, Oui, des personnes qui ont leur propre activité, leurs propres qui ne affaires. sont pas salariés, effectivement. Voilà. Alors, de toute manière, effectivement, nous sommes l'APEC, mais l'objectif de cette présentation aujourd'hui dépasse le cadre de l'APEC, hein. Oui. On est vraiment aujourd'hui avec une volonté de vous présenter quel est l'écosystème finalement des acteurs du CEP, on y reviendra. Vous en voyez d'ailleurs quelques-uns sur la slide que je projette, hein, puisque dans cette semaine de l'évolution professionnelle, plusieurs acteurs se sont coordonnés, donc l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE, Antea RH Corse et Arxis Martinique. Et on aura l'occasion de revoir de toute façon l'ensemble des opérateurs du CEP sur une slide prochaine. Oui, alors Euh, peut-être juste en amont à cela, dans mon rôle à moi, vous allez avoir Pierre-Jean qui va vous donner son regard sur cette co-construction. Sachez que ce PowerPoint a été co-construit par l'ensemble des opérateurs du CEP. Et pour ma part, je vais être plutôt sur la gestion du chat pour refaire remonter à tout le monde, à Pierre-Jean, mais finalement à tout le monde, des questions que vous auriez à poser via le chat. Et je vois déjà Nathalie qui demande finalement à quel âge on est senior. Alors ça fait évidemment partie des choses ah, qu'on va évidemment et aborder. oui. Alors Nathalie, vous nous devancez, et c'est super, puisqu'effectivement on va commencer par ce premier point. Vous voyez, c'est quoi un senior? Alors peut-être pour vous mettre en appétit, hein. L'idée, c'est vraiment de comment je valorise mon expérience senior. Et c'est quoi un senior? Les principaux atouts des seniors, les stéréotypes sur les seniors, qui sont portés d'ailleurs à la fois par les entreprises et les recruteurs, mais aussi finalement par les seniors. Et quels leviers mobiliser? Et dans ces leviers, effectivement, la notion de CEP, comment en bénéficier? Donc, on va y revenir au fur et à mesure du déroulement de ce webinaire. Alors, c'est quoi un senior? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge légal qui définit le senior, hein, mais peut-être, je vous renvoie à la question finalement, pour vous, c'est quoi un senior? Alors Annette nous précise plus de 45 ans déjà, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Donc en effet, vous le voyez sur le slide,
On démarre bien dans ce slide à partir de 45 ans. Peut-être, Pierre-Jean, je te laisse justement. Oui, alors il n'y a pas de définition unique. Ce que ce slide nous montre, c'est qu'il n'y a pas d'âge légal. Vous voyez qu'il y a 45 ans, 50 ans, 55 ans, 57 ans, 60 et ça va jusqu'à 70 ans. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la notion de senior marque des étapes de vie qui sont importantes, des cycles de vie et qui vont être ponctués selon le contexte. Dans l'entreprise, effectivement, on parle de senior à partir de 45 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment où se dessine la réflexion d'une seconde partie de carrière. Si on regarde ensuite au niveau finalement des politiques publiques, elles se sont souvent orientées autour de l'âge de 50 ans, parce que effectivement, c'est souvent une période qui est une période de transition avec du chômage. Et puis, d'autres contextes qui vont être des contextes finalement de la vie, de l'évolution et notamment un âge important puisque 55 ans, c'est 10 ans avant l'âge de la retraite. Et c'est aussi finalement, on le voit au travers des cadres qu'on accompagne et des salariés qu'on accompagne. C'est une réflexion qui est une réflexion à la fois de projet professionnel mais également de projet de vie. Et puis, d'autres contextes qui vont être des contextes de finalement des étapes de vie, à savoir liées à la santé. L'OMS parle de seniors à partir de 60 ans. Et on a également des politiques publiques qui effectivement vont avoir cet âge de référence parce que il y a des questions de dépendance et notamment les prestations sociales type l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'aide sociale et l'hébergement, eh bien, commence à partir de cet âge, à partir de 60 ans. Et l'OMS et le corps médical, en l'occurrence, prend comme âge senior véritablement 73 ans. C'est l'âge moyen observé du premier accident de santé sérieux. Voilà, donc à retenir effectivement, il y a plusieurs perceptions possibles. Et avant tout, finalement, la seniorité renvoie à une durée d'expérience professionnelle et donc une ancienneté et donc de la compétence acquise. On parle d'ailleurs souvent plutôt de cadre expérimenté et confirmé. Les Québécois, j'aime bien l'expression, ils parlent d'aîné. Ils ne parlent pas de senior. Le senior, effectivement, a une connotation un peu négative. Et d'ailleurs, dans certaines entreprises, vous avez notamment dans le conseil des consultants qui vont être seniors à 30 ans. Et on voit bien le lien qu'il y a avec la durée d'expérience, la maîtrise et l'expertise métier. Oui. Alors, l'APEC a fait une étude intéressante que vous pouvez télécharger. Alors, je ne sais pas si... oui, Olivier, peut-être que tu peux mettre le lien dans le chat. Donc, l'intitulé « Les cadres seniors des profils à forte valeur ajoutée, notamment en période de crise ». Et le retour, donc, c'est une étude qui a été faite auprès de 500 cadres, 500 managers, donc en ligne, et puis un échantillon d'une dizaine de cadres, d'une dizaine de managers et une dizaine de RH également sur finalement quel rapport ils ont par rapport à leur cadre senior. Si tu me le permets, Pierre-Jean, juste Oui. en introduction, sur notre site corporate, j'ai mis le lien sur le chat. Vous allez trouver l'ensemble des études de l'APEC, Très et bien. pas simplement, pas simplement celles sur les cadres seniors, mais vous aurez un accès à l'ensemble des études, que ce soit des référentiels ou plus largement sur des choses liées au marché, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous en nourrir, en particulier sur le public pour l'emploi cadre, pour les quelques personnes qui élargissent notre public, et je vous en remercie. Pour autant, dans ces études, peut-être que vous trouverez un petit peu moins de choses dans lesquelles vous vous reconnaîtrez. Mais en tout cas, pour la majorité d'entre vous, n'hésitez pas à aller piocher dans ces supports qui sont souvent assez bien faits, parfois un petit peu théoriques, mais néanmoins sur des sujets bien formalisés. Et qui permet d'avoir une lecture aussi du marché. Donc c'est intéressant, on y reviendra également sur cette relation au marché. Alors ce qui est intéressant à retenir véritablement, c'est que le retour, le feedback des managers sur les cadres seniors, il tourne autour de plusieurs éléments clés. Vraiment des pépites, c'est leur capacité à s'adapter, leur agilité par rapport à la connaissance qu'ils ont des situations possibles et des cas,
qui, de leur expérience, effectivement, leur permettent ensuite d'être dans l'innovation et dans la capacité, effectivement, à trouver des solutions là où peut-être un profil plus jeune aurait encore un peu plus de difficultés à s'adapter. L'expertise technique en fait partie, hein, c'est vraiment un élément clé, mais comme vous voyez sur la slide, finalement, ça ne compte que pour 20% et le reste, ce sont des compétences relationnelles, c'est l'histoire de l'entreprise et c'est vrai que la maîtrise de l'entreprise, la culture est un point important, et notamment dans les connaissances des rouages internes, les réseaux internes, et bien entendu les connaissances de l'extérieur, à savoir les fournisseurs, les clients, les partenaires. Il y a plusieurs exemples d'entreprises qui ont malheureusement qui sont délestées de cadres seniors. Je pense à Hewlett Packard dans les années 2000. Je pense également à la filière d'Areva, donc tout ce qui est nucléaire. Et au moment où il y avait une crise, l'entreprise a décidé effectivement de réduire les effectifs. Et le jour où l'entreprise est repartie, eh bien, ils ont recruté en masse et ce qui leur a manqué, c'est effectivement justement ces cadres seniors pour amener du lien, pour amener finalement des process et une culture d'entreprise qu'avait perdu l'entreprise. Donc, c'est un facteur clé que vous possédez, c'est cette capacité effectivement d'apporter de l'expérience, de l'expertise, un appui pour les collaborateurs, y compris d'ailleurs pour les managers, on va le voir sur la deuxième slide. L'appui pour les managers, il est vraiment dans la notion de transmission des connaissances, désamorcer un conflit, prendre des décisions, être capable d'évaluer la difficulté et le temps d'une tâche, et donc d'organiser avec des collègues et piloter un projet, et la capacité, effectivement, très forte capacité de relation avec le client. Ça, c'est un appui qui est important, hein, et on voit qu'actuellement, les entreprises n'anticipent pas suffisamment la transmission des savoirs. Vous avez une grosse entreprise en fait, qui pratique le double mentoring, à savoir qu'on est dans l'intergénérationnel. Les aînés donc, vont pouvoir effectivement intégrer les nouveaux arrivants en les accompagnant dans les process, dans la culture de l'entreprise, dans les outils. Et les jeunes, nouveaux entrants, vont pouvoir effectivement également contribuer à l'évolution des pratiques, notamment, je pense aux outils digitaux. On voit que l'environnement est changeant assez rapidement. Et puis, ils amènent aussi un regard qui peut être nouveau pour l'entreprise, donc bénéfique dans les deux sens. Et cette prise de recul et cette posture relationnelle, c'est vraiment un point d'appui important qu'ont les cadres seniors. Et d'ailleurs, effectivement, un cadre senior, par définition, n'est plus motivé par des aspects qui peuvent être des aspects de compétition de pouvoir. Ils sont plutôt un rapport d'ailleurs apaisé aux autres cadres et aux autres salariés. Ce qui fait que pour 6 managers sur 10, il y a très peu de conflits intergénérationnels. Et au contraire, ils sont vus par les plus jeunes comme étant vraiment des mentors, avec un rôle d'intégration très fort, et appréciés sur leurs conseils, les erreurs à ne pas commettre, le développement du réseau professionnel, à tel point que certaines entreprises ont même fait des démarches, notamment pour les entreprises qui ont un savoir manuel important. Je pense à la Compagnie nationale du Rhône, qui fabrique donc pour les barrages des alternateurs. Tout le savoir est manuel et donc il n'est pas écrit, donc il se transmet par voie orale, et ils ont mis en place des storytelling où ils filment les savoirs des aînés. Voilà, une façon aussi de valoriser la culture d'entreprise au travers de ces aînés. Est-ce que ça évoque de votre expérience également une situation analogue où éventuellement dans vos entreprises, il n'y a pas eu cette reconnaissance, il n'y a pas cette valorisation des compétences des aînés, des plus seniors? Alors, nous avons Annette qui nous dit pas trop non. Vous êtes dans quel secteur, Annette? Alors, l'éclairage. L'éclairage. C'est plutôt industriel?
Senior surtout trop cher, nous livre oui. Patricia. Mmh. Oui, il y a une reconnaissance, mais pas autant que la plus jeune génération. Dans le secteur de la com pour Mathilde, en effet. Ah oui. La com qui, entre guillemets, consomme du jeune, ça, c'est une réalité. Et Annette qui nous précise, j'étais, oui, 30 ans dans l'industrie, hein, plutôt un univers Ouais. industriel. Alors c'est vrai que les pratiques des entreprises doivent se renouveler aussi, hein. Il y a une tendance en France, il ne faut pas oublier, une grosse tendance en France des pré-retraites, hein, pendant plus de 30 ans, où les entreprises ont bénéficié d'appui de l'État, hein, pour se délester de leurs effectifs qui étaient effectivement les plus chers, et se sont engouffrés dans l'usage des pré-retraites. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc ça oblige aussi les entreprises à revisiter leurs pratiques. Et quelque part, c'est la question des stéréotypes sur les seniors et les freins. Alors avant de vous le montrer, Alors juste pour partager à l'ensemble, nous avons Hervé qui, lui, fait état de 36 ans dans le secteur automobile, et qui expérience terminée suite à la crise du diesel puis du Covid. oui, Jean-Jacques également qui nous livre une notion de GPEC, oui, avec un souhait exprimé d'être mentor et de transmettre le savoir, mais oui, où l'entreprise n'a pas su rebondir dessus. Et puis Claudine qui nous fait état en effet de cette reconnaissance très ponctuelle, mais qui ne sert pas vraiment en cas de réorganisation, hein, en particulier du groupe dans lequel elle est. ouais. Le problème, effectivement, que vous évoquez, c'est que malheureusement, les entreprises n'ont pas assez anticipé et sont toujours dans des logiques d'à-coups. Et au moment où la crise arrive, on le voit avec le diesel, hein, eh bien, finalement, elles se retrouvent avec des sureffectifs, des surcapacités aussi, hein. Et malheureusement, c'est parfois un peu trop tard. Donc, d'où l'intérêt aussi pour les salariés de pouvoir anticiper, et c'est tout l'intérêt du CEP, on y reviendra, hein, de ne pas attendre forcément d'être dans le mur. C'est quand même aussi le rôle des entreprises, mais les entreprises aussi, finalement, on se rend compte qu'elles sont parfois faillibles, souvent, d'ailleurs plus souvent, même si elles ont conscience aujourd'hui de cette nécessité d'anticiper et d'accompagner les salariés dans, dans la réflexion sur leur mobilité, que ce soit interne ou externe. Ce qui est important, en fait, c'est cette notion de frein. Alors, avant d'aller sur les freins, je voulais évoquer avec vous, finalement, un senior. Quels sont les stéréotypes que vous avez pu rencontrer par rapport à cette notion de senior, de la part de recruteurs, de la part peut-être même de réflexions de personnes que vous connaissez, ou dans l'entreprise, dans votre entreprise, est-ce que vous souhaitez partager, s'il vous plaît? Alors, on nous fait état d'un côté old school. Oui. Alors, les commentaires arrivent un petit peu en masse. Village vacances, impossible de décrocher un entretien pour un poste de cadre dans d'autres secteurs économiques. Donc, il y a un côté spécialisé que peut Ouais. renvoyer le parcours passé, avec une faible ouverture peut-être des recruteurs sur un changement de secteur, par exemple. Alors, on nous renvoie à ce côté manque d'agilité, coûtera trop cher, pas assez agile et trop cher, coûte trop cher, fatigué donc pas en forme, le manque de dynamisme, pas assez ouvert au changement. Voilà, des petites choses qui Alors oui, reviennent. effectivement, c'est ce qu'on retrouve, hein, c'est ce qu'on retrouve dans l'étude. Alors côté recruteur, vous voyez, hein, bah oui, effectivement, un collaborateur coûte de l'argent. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il rapporte finalement? Si on se pose la question de ce que coûte un salarié, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il rapporte en entreprise? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, un salarié senior, donc un salarié avec de l'expérience professionnelle, il a plein d'avantages. On les a vus, hein, dans l'expertise, dans la maîtrise de l'expérience, la relation client, dans la capacité qu'il a d'accompagner également les nouvelles générations qui entrent. C'est aussi un réservoir de, de, d'agilité. Et l'agilité, plus que jamais, est importante pour les entreprises. Donc, elle ne dépend pas, cette agilité, uniquement sur les jeunes générations. Au contraire. Et effectivement, ce qui peut apparaître aussi, c'est que il y a des jeunes générations qui arrivent qui sont, pour certains d'ailleurs, surdiplômés, et qui peuvent prendre le pas sur quelqu'un de plus expérimenté. Donc là aussi, la question,
c'est comment éclairer aussi le regard du recruteur sur le bénéfice qu'il Oui. peut avoir avec quelqu'un d'expérimenté. Vous savez, le recruteur, il est un peu paresseux en fait, hein, il est un peu le principe quand vous allez dans un hypermarché, vous voulez que tout soit déjà en rayon et puis, il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, moi j'aime bien, j'avais un dicton de mon patron, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement et qui disait, à nos clients qui demandaient un candidat pour la veille, «Moi je ne peux pas travailler, dans la vitesse et il faut toujours se méfier de vitesse et précipitation». Donc là aussi, ça exige que le recruteur, lui, revoie ses représentations, mais ça vous invite aussi à vous affirmer dans vos représentations vous concernant, à condition et on le voit par rapport à certains cadres hein, qui ont du mal à se repositionner, c'est déjà d'avoir fait le deuil de l'emploi précédent, souvent dans des contextes qui sont subis, hein, c'est-à-dire que la personne, je vous parlais de pré-retraite, le salarié finalement se retrouve dans un plan de licenciement, un plan de départ volontaire, et il n'a pas forcément réfléchi à un nouveau projet. D'où l'importance effectivement d'avoir un nouveau projet clair, puisque ça permet pour la personne, pour le salarié, d'ailleurs qu'il soit jeune ou plus expérimenté, hein, d'être en position de conviction déjà et de force par rapport à un environnement, à un marché où il y a la concurrence. Et effectivement, il peut être parfois difficile dans ce contexte d'argumenter ses compétences malgré son expérience. C'est-à-dire que je peux avoir 30 ans d'expérience, mais à un moment donné, il faut pouvoir communiquer sur mon expérience. Donc, ça nécessite d'avoir formalisé, d'avoir fait un travail de fond sur c'est quoi mon portefeuille compétences, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes atouts et quels sont mes atouts par rapport finalement aux besoins de l'entreprise. Et si je puis me permettre pour compléter, de démontrer la transférabilité de ces compétences en prenant en Exactement, compte les spécificités qui sont valables dans ce que je vise, tout pour à bien fait, adapter et montrer que j'ai compris dans ce poste ce qui est exactement. spécifique à prendre en compte. Et pour rejoindre Olivier, en fait, la mobilité professionnelle elle va se jouer sur 3 éléments clés. Quelle est mon expertise métier? Si je vais dans le même secteur, c'est la même expertise. Si je vais dans un autre secteur, qu'est-ce que je peux transférer de cette expertise? Éventuellement, qu'est-ce qu'il y a déjà de commun? Le deuxième point, c'est quelles sont mes compétences finalement en dehors de l'expertise métier. Donc, par exemple, gestion de projet, animation de réunion, pilotage d'une équipe, tout ça, c'est des compétences qui sont génériques, qu'on peut facilement transférer dans un autre environnement. Et puis, il y a des compétences importantes qui sont les fameux soft skills, les qualités individuelles, la personnalité, la façon de travailler, qui, elles, sont transférables partout et qui sont des points clés. Hein. Vous voyez, quand on voit du côté des recruteurs le manque de flexibilité, on est exactement sur ça en fait, hein. C'est-à-dire la notion d'agilité, la notion de résilience aussi. Comment je passe d'une situation, comment je la transforme et comment j'en tire profit pour effectivement être performant dans l'entreprise, mais également être heureux dans ce que je fais. En intégrant aussi, bien entendu, les outils informatiques. Hein, on voit qu'aujourd'hui, la digitalisation avec la Covid, hein, on parle maintenant d'hybridation du travail, avec à la fois du travail en présentiel, en distanciel. Alors bien entendu, il y a des métiers industriels qui resteront sur la fabrication, la production, qui resteront bien entendu sur du présentiel. Hein. Alors, Euh, oui, je voulais rebondir sur le propos d'Elisabeth hein, qui disait qui faisait état effectivement de la nécessité de définir un nouveau projet professionnel sur un horizon court, hein, ce qui n'est pas facile. Ça nous ramènera peut-être à cette deuxième partie du de C- webinaire sur le CEP, sur le le conseil en CEP, ouais, évolution professionnelle. tout à On fait. va y venir, Elisabeth. Et là, en l'occurrence, peut-être déjà apporter un élément d'éclairage à donc cette personne. Ce qui est important, c'est finalement de vous informer, de continuer à rencontrer aussi des professionnels, vous informer sur les environnements professionnels, les secteurs qui sont pourvoyeurs d'offres. Et vous voyez, cette notion de finalement connaissance du marché est essentielle. Hein, donc, que ce soit pour se positionner en termes de salaire, alors sur la PEC, mais également, je crois que sur Pôle emploi, il y a sur Michael Page également, vous avez des simulateurs de salaire.
Donc ça vous permet de vous positionner. Vous avez également des référentiels métiers. Par exemple sur l'UMM, hein, tout ce qui est fédération professionnelle, par secteur, ils ont des observatoires des métiers et avec donc des indications de rémunération. Et puis là où c'est important en fait, hein, pour bien finalement s'adapter, être agile sur le marché, quoi qu'il arrive, soit en mode anticipation, soit finalement je suis dans un plan social, c'est quels sont les besoins des entreprises. Là aussi, vous avez des études prospectives, je pense par exemple à l'industrie pharmaceutique qui font pas mal de webinaires sur les métiers émergents, y compris les métiers du digital, hein, puisque ça impacte beaucoup également les métiers de la recherche dans la santé. Et puis, quelque part, identifier les entreprises qui recrutent. Donc, quelle est la meilleure façon finalement d'identifier le marché? Est-ce que aujourd'hui, vous êtes déjà en mode d'anticipation et vous avez trouvé des leviers? Comment vous y prenez? Alors, peut-être justement, juste un petit commentaire de Claudine qui nous dit encore faut-il pouvoir échanger de vive voix avec les recruteurs. Hein, donc, en effet, avoir cette Eh oui. possibilité de se valoriser. Alors, il y a la communication écrite via les outils de candidature et peut-être on va y venir effectivement sur ces leviers pour votre pouvoir d'action à vous, mobiliser sans doute votre réseau. Je m'avance un petit peu, mais vas-y, Pierre-Jean, je Oui, mais te je laisse pense que poursuivre. c'est pas tant une avance parce que c'est vraiment en écho. En fait, tout est dans la démarche. Et dans la démarche, avant de passer devant le recruteur, ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de faire du réseau avec des pairs, Mm. avec des professionnels qui vont vous donner un écho du marché, un écho des codes aussi, hein, de ce qui est attendu. Les fiches métiers aussi, c'est une belle façon, les offres, c'est une belle façon aussi d'avoir un écho de votre positionnement. Et après, sur la performance que vous aurez, vous, de votre candidature, eh bien, le réseau peut déjà également vous permettre d'avoir un premier écho sans être dans une démarche de recrutement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais Bien vous connaître, pour oui, vérifier vous-même la votre pertinence adéquation, de votre projection, en fait. Vérifier la exactement. pertinence de votre projection. Votre adéquation, et puis finalement, la façon de vous présenter, quelque part aussi, c'est les ingrédients, vos atouts en termes d'expérience. Donc, ça vous permettra d'avoir des angles aussi d'attaque pour mieux valoriser ce que vous avez peut-être tendance à considérer comme pas important et qui est au contraire un atout différenciateur puisqu'il y a la concurrence. Hein, vous n'êtes pas le ou la seule candidat. Donc, vous voyez, cette identification, ce côté préalable, en fait, est important puisque ça vous permet d'avant de partir, finalement, de prendre en compte vos atouts et voir éventuellement vos points d'amélioration. Donc, pourquoi pas en passant par la case formation. On y reviendra. Alors, juste, Euh, Mathilde qui nous dit qu'en effet, c'est des choses qu'on sait hein, au fond de nous, mais c'est bien de se le réentendre dire et oui. pour, en effet, déployer sa stratégie. Et puis, par contre, Brigitte qui nous dit qu'il n'y a plus de problème de son. Effectivement, parfois, le son est un peu instable. Donc, Ah, j'espère que ce son va revenir. Il peut y avoir des petites coupures, en j'espère que effet. vous manquez pas trop de son. Je vais essayer de remettre bien le casque. Non, c'est bon. Moi, je t'entends, mais ça a sauté un Voilà, tout petit peu, en effet. d'accord. Merci Olivier, donc je suis vigilant. L'idée aussi, c'est les stéréotypes, vous ne pourrez pas les manquer. Pourquoi? Parce que le recruteur, il peut être inquiet. Et d'ailleurs, finalement, s'il y a une chose que vous partagez avec le recruteur, c'est cette notion de besoin et d'enjeu qu'il y a derrière le besoin. C'est-à-dire que l'entreprise et le recruteur, alors si c'est un cabinet de recrutement, forcément, le cabinet, lui, il est tenu de faire une présélection. Si vous passez directement par l'entreprise, il y a toujours cet enjeu fort de recruter la bonne personne, de ne pas se tromper. Et finalement, ce trac ou ce stress, il est légitime et vous pouvez l'avoir de votre côté. Et la meilleure façon en fait de vous préparer, c'est et d'anticiper, c'est effectivement de bien vous préparer, de bien identifier finalement, éventuellement pour les neutraliser, les préjugés qu'on pourrait vous donner sur votre candidature, en dehors de l'âge finalement, hein, pour aller sur une posture finalement de proposition de service. Vous êtes un professionnel, une professionnelle,
avec des atouts d'expérience, vous êtes confirmé, donc vous apportez des éléments de réassurance, vous avez des compétences avec de la performance, des résultats, et surtout, vous savez quel chemin prendre pour arriver à telle performance. Et ça, c'est important de pouvoir le valoriser, donc en étant fier et en étant capable de le prouver. Donc, ayez des exemples, des réalisations que vous avez faites, soyez capable d'en parler et désamorcer éventuellement les doutes sur, tout à l'heure on a vu le manque d'agilité, effectivement une entreprise qui peut être en réorganisation, un salarié qui a vécu des contextes de réorganisation avec des conduites de changement, s'il n'en parle pas, le recruteur ne va pas le deviner. Donc c'est important que vous puissiez vous le mettre en avant, puisque ça fait état de votre capacité effectivement de passer d'une situation confortable à une situation où tout change. Et si vous avez été, vous, contributeur, parlez-en au travers de vos résultats. Ce que le recruteur veut savoir, au-delà des résultats, c'est comment vous faites pour réussir. Et comment vous faites, c'est votre expertise métier, c'est votre savoir-faire opérationnel, donc c'est des aptitudes métiers, et bien entendu, c'est votre personnalité. Ce sont vos qualités personnelles, ce sont votre capacité de vous organiser, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, de travailler en mode coopération, en mode transverse. Ça, c'est hyper important aujourd'hui dans les entreprises d'avoir des collaborateurs qui soient agiles. Alors, à propos de cette agilité, ce qui ressort là dans les commentaires, c'est effectivement les changements de secteur ou de branche qui sont qui posent problème, qui ne sont pas si simples parce que le recruteur privilégie la recherche du cadre qui est issu du domaine. Qui est opérationnel tout de suite. Voilà, c'est ça. Alors là, en fait, c'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Il y en a toujours des barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous passez d'un pays à un autre, sauf en Europe, il n'y a pas besoin de passeport. Et en fait, la barrière à l'entrée, c'est le passeport. Donc en général, un passeport, ça se prépare. Et le but, c'est d'avoir fait une analyse préalable en fait, du marché. C'est quoi les barrières potentielles à l'entrée? Et c'est pour ça, avant de postuler, ça peut être intéressant de faire du réseau en rencontrant des professionnels, parce que c'est un double effet qui se coule en fait. C'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir mieux connaître les codes d'accès, vous allez avoir des conseils qui vont vous être donnés pour faire apparaître éventuellement des zones, des atouts que vous avez oubliés. Et ce qui est important, c'est que vous avez des entreprises qui favorisent la cooptation. Et la notion de réseau, c'est une notion importante, passé 50 ans. C'est une étude de la PAC qu'il avait menée. C'est le réseau qui permet à des cadres plus seniors de retrouver un job quand ils ont été au chômage. Vous voyez, cette notion de réseau. Alors, le réseau, c'est j'ai 5 personnes que je connais. Si 6 mois après ou 1 an après, j'ai toujours 5 personnes, c'est pas faire du réseau. Faire du réseau, c'est je passe de 5 à 6, 7 progressivement. L'idée, c'est pas d'avoir 150 cartes de visite. Ça, c'est pas du réseau. L'idée, c'est d'être capable de constituer, d'entretenir, de mobiliser son réseau pour me rendre visible et également identifier aussi finalement des leviers d'action qui me permettront d'aller sur ma cible. Et notamment en jouant sur la cooptation, la recommandation que j'évoquais tout à l'heure. Là aussi, le marché, il est flexible, mais ça va dépendre aussi de vos critères. Alors le temps de travail, la rémunération, jusqu'où vous êtes capable de négocier la rémunération un peu à la baisse. La mobilité géographique, c'est vrai que c'est pas forcément le fort des Français, même si aujourd'hui il y a quand même plus de mobilité géographique que dans le passé. Le type de contrat, secteur d'activité également. Alors type de contrat, on y reviendra puisque ça renvoie aussi éventuellement. Est-ce que, parce qu'on a quelqu'un tout à l'heure qui est indépendant, combien de personnes indépendantes d'ailleurs parmi nous? J'ai cru voir tout à l'heure 2 personnes à peu près. C'est 2 personnes. plutôt une dominante salariée. Oui. Donc, est-ce que vous avez eu dans votre passé professionnel et certainement une période de salarié? Pour ces indépendants, avez-vous Oui, aussi été salarié? oui. J'imagine que oui, mais peut-être Et est-ce qu'à un si moment donné, vous avez, pourquoi pas, changé de statut parce que, vous avez dû et que ça vous a permis de vous adapter au marché? On a moi des aussi, réponses? Oui? ouais.
Ils disent exactement, moi aussi salarié, donc il y a souvent le double parcours qui peut être. Est-ce que ta question c'est en réaction suite à une crise? Voilà. Voilà, exactement. Dans quelles circonstances a fait que vous êtes passé à un statut indépendant, finalement, entrepreneuriat? C'est ça, Christophe qui nous dit suite à une crise. Oui. Euh, C'est quoi la crise? C'est pas indiscret? Christophe, si vous voulez nous préciser quelle était la nature de la crise que l'activité a connue. Christophe, fermeture de service, externalisation Ouais. du service, hein, j'imagine, de l'activité, c'est ça, par Et exemple. voilà, et Christophe, du coup, vous avez pris, ça a été un choix d'aller sur un statut entrepreneur. Et vous êtes sur quelle activité aujourd'hui? Traducteur-interprète. D'accord. Ok, merci. Et Massimiliano qui nous dit Traducteur géologie, lui géologie. dans la géologie. Ingénieur? Ingénieur géologie ou... Euh, oui, Pierre-Jean, je te propose, il est 36, Oui. de Donc, l'idée, voilà, entre le CDI, CDD, l'intérim, portage salarial, management de transition aussi, hein, pour des personnes qui sont sur des fonctions plutôt cadre expert, c'est aussi d'adaptation sur le marché. Alors, on passe au slide suivant. Et là, on est sur le CEP, donc conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est un dispositif, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est un dispositif qui est financé, donc qui est gratuit, qui permet d'accompagner un salarié dans sa réflexion, dans sa mobilité professionnelle, qu'elle soit subie ou volontaire, et dans une volonté de sécuriser l'arrivée sur la destination future. Si je puis me permettre, Pierre-Jean, tu as dit Oui. d'un salarié. Hein, pour les demandeurs d'emploi, l'acteur du CEP, c'est bien évidemment Pôle emploi. Et alors d'un salarié ou d'une personne qui est non active aujourd'hui qu'au chômage. Et merci Olivier, effectivement. Euh, donc l'idée, c'est de vous permettre de prendre le temps de travailler sur votre portefeuille de compétences, de mieux les valoriser, pouvoir argumenter, identifier et tester votre projet professionnel pour qu'il soit réaliste par rapport au marché aussi, en vous confrontant au marché et puis bien entendu ensuite en vous appuyant sur tous les outils, à savoir le CV, la motivation, faire votre profil LinkedIn, faire du réseau et dans une démarche également de préparer vos entretiens de recrutement pour que vous puissiez les réussir. Et bien entendu, pour résumer, finalement vous permettre d'entretenir votre employabilité, c'est-à-dire votre capacité à occuper un emploi, y compris d'ailleurs en intégrant un projet de formation. Est-ce que, Pierre-Jean, ce serait l'occasion de différencier le CEP finalement de oui, mais est-ce qu'il faut que je fasse un bilan de compétences ou Oui, pas? c'est une bonne question, bonne question. Alors, le bilan de compétences, en fait, c'est un bilan qui va être plus complet, puisqu'il est normé, en fait, hein, c'est la loi de 90 qui a mis en place le bilan de compétences, qui est sur 24 heures, il est payant. Maintenant, vous pouvez très bien faire effectivement un bilan de compétences en amont du CEP, et en complémentarité, le CEP, vous voyez, pour reprendre les briques, à un moment donné, le bilan, lui, va vous permettre de définir, de commencer à tester votre projet en faisant des enquêtes. Mais ensuite, vous aurez effectivement tous les outils qui seront sur la préparation aux candidatures, en sachant que sur la confrontation au marché, là aussi, votre acteur de CEP peut vous accompagner par ces outils, par les offres qu'il a et par des ateliers comme l'APEC autour de la démarche réseau et toutes les études qu'on peut avoir, comme évoqué tout à l'heure Olivier, sur notre site corporate. Alors, si je puis me permettre sur cette dimension bilan, en fait, en amont, vous voyez bien que souvent, ce qu'on ressort, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est le besoin d'être aligné, hein, le besoin d'alignement, et être guidé finalement par quoi? Par ses motivations, par ses valeurs, par ce en quoi on croit, par ses centres d'intérêt, par ses compétences, hein, c'est-à-dire mobiliser ce que j'aime faire, ne plus faire peut-être certaines choses. Et donc voilà, besoin de se recentrer en phase amont, qu'on retrouve souvent dans le bilan de compétences, qui est sans doute une des prestations les plus complètes à ce niveau-là, et qui a pour objectif de valider un projet réaliste et réalisable. Ouais, alors c'est important effectivement de faire le tri, hein, parce qu'être compétent c'est une chose, mais est-ce que les compétences que vous avez, vous souhaitez continuer à les mobiliser? C'est parfois une question que vous ne vous êtes pas forcément toujours posée.
Donc, pour reprendre, le CEP, il est gratuit, il est confidentiel, il est neutre, il est accessible, impartial. Il n'y a pas de jugement de la part de votre consultant. Et voilà les acteurs, en fait, qui sont aujourd'hui opérateurs du CEP. Donc, pour les salariés du secteur privé, on a des acteurs comme Antena, Eva, Axis, BGE. Vous aurez accès de toute façon au replay, donc vous pourrez retrouver cette slide. Donc pour l'APEC, ce sont les CAN, mais également les personnes qui sont aujourd'hui agents de maîtrise qui veulent évoluer vers un statut cadre. Alors, pardon, peut-être je te laisse finir ce slide et oui, puis je vais finir. Oui. Pôle emploi, donc demandeurs d'emploi, et les moins de 26 ans, donc les missions locales, et puis Cap emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. Je te laisse la parole, Olivier. Alors, on a une question intéressante d'Elisabeth qui nous demande si il est judicieux de se former à partir de 60 ans. Ah, bonne question, bonne question. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va dépendre de votre projet aussi. Alors, pendant qu'elle formule sa question, je peux répondre à Patricia. Oui, bien sûr, un cadre en recherche d'emploi peut s'adresser à l'APEC, évidemment, et je vous y encourage, bien sûr. Oui, d'ailleurs, on a aujourd'hui une convention avec Pôle emploi qui fait que nous accompagnons des cadres qui sont en recherche. Et donc, alors, Elisabeth. Alors, Elisabeth, je ne vois pas votre retour sur est-ce qu'il faut, voilà, votre regard sur la formation. Vous avez une idée de formation Alors, j'ai déjà un niveau de formation élevé. Le temps de suivre la formation, je serai à la retraite, en fait. Oui, alors oui, effectivement. Alors, vous voyez, c'est intéressant dans le CEP, l'objectif, il peut être le développement des compétences, vous voyez ici. Donc, tout ça, c'est la formation. Alors, je peux juste le rattacher au CPF en encourageant évidemment Elisabeth à utiliser son CPF, puisqu'en retraite, si elle est plus salariée à partir de, sauf si elle développe une activité en parallèle à la retraite, mais sinon vos droits seront terminés. Donc, mobilisez votre CPF avant de partir en retraite. Oui, oui, oui et oui. Voilà. Et là aussi, en fait, j'ai déjà un niveau de formation élevé. Ben oui, mais le temps de suivre la formation. Mais quelle formation, en fait? La formation, c'est important. Et Olivier, tu abonderas dans mon sens. La formation est toujours liée à un projet. Bien Donc, sûr. c'est quoi votre projet? Donc, effectivement, si vous avez un projet post, donc après, donc à la retraite, et que vous pouvez vous former en amont, faites-le. Même si c'est pas un projet professionnel. Si vous avez l'occasion de pouvoir vous former en amont et d'utiliser votre CPF, utilisez-le. Vous pourrez en bénéficier par la suite, notamment sur votre projet de retraite, puisque c'est une seconde vie un second parcours qui s'ouvre à vous au moment de la retraite. C'est pas la fin de vos projets. Alors Donc, Stéphanie, en effet, qui nous expose, est-ce que les fonctionnaires ont finalement accès au CEP? On pourrait via le site du conseiller gouvernement. Voilà, il y a le site du gouvernement, mais plus simplement se rapprocher de vos RH qui sauront vous orienter sur le bon service, que ce soit la fonction publique territoriale ou nationale. C'est pas forcément tout à fait les mêmes intervenants. Donc demandez à vos RH. Il y aura toujours cette possibilité de vendre le fait que voilà, je réfléchis à une mobilité interne, je réfléchis à la suite. Ça ne veut pas dire que je veux bouger ou changer nécessairement. Et du coup, vous pouvez aller voir un RH pour qu'il vous accompagne, qu'il vous mette en relation avec conseiller gestion de carrière, généralement, au sein de la fonction publique. Tout à fait. Oui, le CEP, oui, le CEP, en fait, il est accessible, puisque il fait partie, je vais vous montrer la slide, il fait partie donc de l'opérateur, c'est Pôle emploi. Et sachant que, comme je vous disais, pour des cadres, nous, on a des cadres qui sont inscrits à Pôle emploi et qui sont accompagnés par l'APEC, donc que nous rencontrons, que Olivier ou moi et nos collègues. Donc, bien entendu que le CEP, en fait, le CEP, il est accessible à tout salarié, actif ou non actif d'ailleurs, dès l'âge de, Olivier, tu te rappelles un peu
Pour le CEP, bah, il faut être C'est à rentré dans partir la. de, c'est à partir de 16 ans, d'être rentré dans la vie active, en fait, on Oui, va c'est dire comme ça, ça. exactement, Voilà, et exactement. jusqu'au moment de la retraite. Voilà. Alors, je me Donc, permets aussi d'évoquer la situation des indépendants, puisqu'on a un certain nombre de professionnels qui sont indépendants et qui viennent voir l'APEC, en particulier pour peut-être une envie de viser un poste salarié, hein, cadre, mais salarié. Donc, ils peuvent se diriger vers ils ont nous. accès au CEP. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Voilà, vous voyez, ce qui est important, c'est que là, effectivement, sur cette slide, vous avez les configurations de l'utilisation finalement du CEP. Donc ici, on est vraiment sur la formation, que ce soit une certification au développement des compétences, avec un projet, et là, on accompagne les salariés ou les non-actifs d'ailleurs, hein, qui sont sur ce projet, pour qu'ils aient un projet sérieux, qui réalise par rapport au marché, avec un projet professionnel derrière, qui sont employables. C'est pas faire une formation pour faire une formation. Alors, on a beaucoup de questions là sur les acteurs du CEP, avec en particulier différencier le rôle de l'APEC et du Pôle emploi. Oui. Alors, si je puis me permettre, hein, Pôle emploi va d'abord chercher à remplir ses obligations légales, qui sont de vous inscrire sur les listes et de vous indemniser, hein, et de définir donc une durée d'indemnisation et un montant d'indemnisation. Après vient la question de, OK, c'est quoi le projet et comment on peut être accompagné. Et en effet, dans un certain nombre de cas, quand en particulier les publics sont cadres, le Pôle emploi peut orienter la personne concernée vers l'APEC, sachant que par le passé, on avait quand même fréquemment dans chaque agence Pôle emploi, un conseiller Pôle emploi qui était plus orienté cadre. Cadre, Voilà. tout à fait. Maintenant, les réorganisations successives font que ce n'est pas toujours le cas de ce que j'en perçois et qui nous envoie fréquemment des publics. Si c'est le cas, en l'occurrence, simplement vous prévenez votre conseiller, hein, qu'à un moment donné, vous êtes accompagné par l'APEC, hein, tout simplement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Donc pour résumer et passer ensuite à l'autre slide, vous voyez les autres cas de figure, c'est un projet de création ou de reprise, en tout cas une réflexion sur une reprise ou création d'activité, une reconversion transition professionnelle, c'est-à-dire je change de métier, ou une mobilité interne ou externe, quelle que soit finalement la configuration, hein, qu'elle soit une évolution verticale, donc en gagnant des galons, donc en faisant du management, ou le transversal, c'est-à-dire je suis dans les ventes et je veux passer au contrôle de gestion, ou je veux passer en RH. Toutes ces réflexions sont de la même, comment dire, du même objectif qui est piloter son évolution professionnelle. Alors à ce propos, j'ai une question de Vanessa qui nous fait état d'un désir de changement de région et qui se demande quel acteur de CEP dois-je viser. Est-ce que c'est un consultant de la région visée Ah ou oui. est-ce qu'il faut que je le fasse depuis la région où je suis encore pour le moment? Vous comptez aller dans quelle région et d'ici combien de temps, votre échéance? Alors Vanessa, quelle serait votre échéance? Alors, elle Un nous dit mois. un mois du Ah oui, côté de c'est court. Montpellier, Ah oui, donc c'est très c'est court. court en effet. C'est très court. Alors moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, hein, qui est dans ce cas-là, puisque c'est une jeune femme qui suit son conjoint qui est basé à Marseille. Et grâce au télétravail, en fait, hein, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en digital, eh bien, ma foi, j'ai commencé à l'accompagner et je vais continuer jusqu'au moment où elle va effectivement rejoindre son conjoint. Elle s'est donné à peu près 2-3 mois. Et même si elle est sur Marseille, globalement, on continuera. Et je l'ai inscrite à des ateliers qui sont basés à Marseille pour qu'elle puisse Mhm. déjà se connecter à son réseau local. Donc, vous voyez, tout est possible en fait. C'est assez hybride. C'est assez hybride en l'occurrence. Mathilde qui est sur l'île de France et qui veut rejoindre la Nouvelle-Aquitaine Oui. sur l'année. Donc en effet, c'est quel est mon timing. Et on le voit souvent en tout cas je le vois là sur un cas très actuel pour moi, sur le CEP d'émission avec des gens qui sont en activité et qui veulent quitter et qui veulent profiter du fait de quitter la boîte pour changer de Changer de région à cette région, occasion. Bah, complètement. ça, c'est un dossier qui se prépare à l'avance et donc on va initier les choses Voilà, depuis là où on est actuellement et puis peut-être trouver les relais, en effet, lorsqu'elle actionnera exactement. ce changement. Exactement. En fait, votre réflexion, elle commence maintenant. L'idée, c'est pas d'attendre que vous soyez sur la Oui. région pour commencer votre réflexion. C'est déjà d'entamer les choses. Et puis d'ailleurs, vous avez commencé déjà, en fait. Hein. Vous êtes peut-être déjà à la moitié du chemin. Donc nous, on va vous donner la méthode. C'est vraiment ça qu'on vous garantit. Vous voyez, ça tombe bien, finalement. Euh, euh,
comment ça fonctionne le CEP? Deux niveaux, hein. C'est le premier qui est un niveau de rendez-vous diagnostic, hein. Vous exprimez votre demande et votre besoin. Et ce premier niveau d'information, en fait, permet déjà de, finalement d'éclairer le chemin. Et pourquoi pas, effectivement, si vous appelez l'APEC et que vous n'êtes pas cadre et que vous êtes plutôt orienté sur un autre opérateur, on vous renverra vers le bon opérateur. Et puis derrière, un accompagnement personnalisé avec un parcours, donc plusieurs entretiens de 2, 3, 4 rendez-vous, et puis des outils donc en appui, des ressources, tests également, et puis des ateliers comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui, d'ailleurs, on nous demandait du coup un accompagnement CEP. Ça dure combien de temps, Pierre-Jean? Alors, un certain temps, je vous dirais, en fait, globalement, ça veut dire quoi un certain temps? Ça veut dire que pour les uns et pour les autres, le temps ne va pas être le même. Parce que la personne n'est pas forcément au même niveau de réflexion, elle n'est pas sur la même demande. Si on est sur les techniques de recherche d'emploi, ma foi, ça va être plus court. Si on est sur la réflexion du projet, on est sur 2 à 3 mois, et plutôt 3 mois, puisque à un moment donné, il faut tester son projet, il faut faire du réseau, des enquêtes. Donc, on va plutôt dire une moyenne de 3 mois. Et ça peut être plus court, hein. Là aussi, ça va dépendre du temps que vous allez pouvoir investir, parce que ça demande du temps de réflexion, ça demande une organisation qui est relativement importante, assidue, hein, puisque à chaque rendez-vous, finalement, c'est un échange avec le consultant pour confronter son plan d'action réalisé et puis le plan d'action à venir. Moi, j'aime à dire, je suis un allumeur de réverbère, hein. Le chemin, vous le connaissez, et je suis là simplement pour que vous puissiez, vous, avoir un temps d'échange, vous donner une échéance aussi, et tout le travail, c'est vous qui le faites. C'est le cadre qui le fait, c'est la cadre qui le fait. Et bien entendu, je suis là aussi pour poser des questions, pour éclairer et aussi souvent d'ailleurs challenger la personne qui, à partir de là, va pouvoir effectivement affiner ses démarches et sa réflexion, et donc son plan d'action. Vous voyez, on est vraiment sur une co-construction du plan d'action dans la mise en œuvre pour rendre finalement acteur et donner les moyens à la personne de, d'une part, définir son objectif professionnel, donc sa destination professionnelle, mais c'est souvent un projet de vie, hein. Passer 50 ans, c'est pas qu'un projet professionnel, c'est un projet de vie. On le voit même d'ailleurs dans les personnes qui changent de région. Et derrière, ça engage effectivement une mise en mouvement. C'est vraiment le rôle du CEP, c'est ça. Une mise en mouvement qui est sécurisante. Moi, j'ai beaucoup de cas qui me disent c'est super parce que ça me permet d'avoir une échéance, d'avoir une organisation. Et tout seul, je ne suis pas sûr que je serais allé au bout de mon projet, de cette Alors réflexion. parfois, là, on a beaucoup mentionné la dimension d'accompagnement, mais parfois, c'est je veux faire un point. Oui, aussi, très juste. Peut-être discuter stratégie de recherche Oui. sur mes options, en lien peut-être avec le marché, avec ma situation, mon moment de carrière. Donc voilà, sentez-vous libre aussi de, sans nécessairement vouloir prendre un engagement longue durée, à nous consulter sur un entretien ponctuel pour venir vous conforter et vous nourrir d'un regard extérieur. Et c'est vrai que, merci Olivier, puisque par rapport à cette question sur le temps, vous voyez que c'est assez à géométrie variable, hein, ça peut être très court. Et d'ailleurs, on avait un terme en interne, d'ailleurs pas qu'interne, puisque c'était flash conseil, vous voyez. C'était j'ai une question, j'ai besoin d'une réponse, et je ne m'engage pas en fait sur une durée de plusieurs rendez-vous, hein. Et effectivement, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous unique, soit en présentiel, soit en distanciel aussi, c'est très aménagé. Pour vous permettre finalement de passer votre chemin et en étant sécurisé par rapport à la réponse. Alors, Pierre-Jean, tu parles de sécurisation et justement, nous avons Monique qui nous fait état d'une demande un peu spécifique, qui est est-ce que le consultant, enfin l'opérateur CEP peut m'aider à passer en retraite progressive? Bon, par exemple, Ah, bonne question. si vous posez la question, parce que je suis demandeur d'emploi et que je pose la question Pôle emploi, bon, je ne suis pas certain que vous ayez tout à fait Ouais. l'oreille attentive selon les situations.
voilà, on ne va pas être à l'APEC, par exemple, sur des éléments d'ordre juridique. Par contre, si il y a un côté stratégie, il y a un côté mobilité interne pour finalement organiser cette retraite progressive chez mon employeur, voilà, vous pouvez bien entendu vous rapprocher d'un consultant, en tout cas à Tout à fait. l'APEC, pour aborder le plus sereinement possible et préparer cette phase de retraite par la suite. La question, c'est qui a posé la question? C'est C'est Monique. Monique. Quand vous parlez de retraite progressive, est-ce que vous pouvez être plus précise dans cette réflexion que vous avez aujourd'hui? Alors, parce qu'effectivement, elle fait état de me transmettre des informations. Elle est en train de préciser, je pense, Vous êtes en sa poste pensée. donc là, vous êtes toujours en poste, J'imagine, hein? je suppose. Hein. Je suppose aussi, ouais. Alors, comme je vois qu'il est déjà 16h55, Ouais. voilà, on peut peut-être, on essaie ça enchaîner pendant que Ah oui, Monique voilà. Alors complète. Monique, juste pour vous dire, en fait, vérifier, les entreprises ont souvent des accords, donc Oui. dans leur accord senior, il y a des accords effectivement pour la retraite progressive. Donc rapprochez-vous de votre DRH et vous pourrez voir en fait ce qui a été finalement co-signé avec les syndicats. Hein. Mm. Alors, juste pour vous dire, voilà le site sur lequel vous allez pouvoir identifier votre opérateur. Et comme je vous disais, de toute façon, si à un moment donné vous appelez l'APEC, on vous réoriente si d'aventure l'APEC n'était pas le bon opérateur. Hein. Voilà, bon, on a un accord senior, ok, bah super. Donc appuyez-vous sur cet accord et puis voyez avec votre DRH comment le piloter, à quelle échéance, et puis définissez vos projets aussi, hein, quelque part, comment vous pouvez raménager votre poste et sur le temps libre, certainement avoir une réflexion sur un projet en parallèle. Alors, eh bien, nous Donc, arrivons au terme de notre webinaire. Merci de votre attention. merci à vous. En tout cas, sur ce côté, se rapprocher de son acteur, son opérateur CEP. Pour l'essentiel, la majorité d'entre vous, n'hésitez pas à vous rapprocher d'APEC.fr, hein, via notre site. Vous verrez un certain nombre de thématiques par lesquelles peut-être rentrer dans la demande de conseils. Que ce soit la formation, les réseaux sociaux, etc. Et puis derrière, mobiliser nos services, qui soient via le levier d'atelier Je ou crois qu'Olivier, tu as d'entretien. le lien, tu as un lien à transmettre. Ainsi Euh, sur tout à alors l'heure. justement, Ouais. il me l'a pas copié. Ah mince. Non. Alors est-ce que moi je peux le copier? Oui, je pense. Je vais le copier. Je vous le mets. Voilà. Copier. Alors, j'espère qu'on ne va pas être Alors déconnecté. merci Annette, en tout cas, merci Jean-Philippe euh, pour vos échanges, pour vos témoignages de situation. Voilà, c'est plutôt l'envie de finir sur une note d'optimisme, malgré un sujet qui n'est pas nécessairement des plus Voilà. faciles, mais Voilà, je vous mets voilà. le lien APEC. Bon, Hop là. voilà, super. Euh, Alors je vous ai Ravi mis d'avoir le. été parmi vous. Et je me joins à Olivier pour vous souhaiter, au-delà d'une belle soirée, de belles perspectives pour le futur et d'avoir une mémoire du futur déjà qui vous est favorable. Et le marché, il va être aussi ce qui va dépendre de ce que vous en faites, bien entendu. Hein. Euh, et ben, chercher à être dans l'influence, chercher à valoriser en étant une solution pour l'entreprise et les personnes que vous rencontrez. Soyez-en convaincus, vous avez encore largement votre rôle à jouer et les entreprises en sont conscientes. Elles ont besoin aussi de liens et de liens. Et vous en êtes. On nous parle déjà d'index senior là pour le projet du gouvernement. Peut-être que l'horizon s'éclaircira de fait, Marina, on ne sait pas. Rappelez-vous, Euh, rappelez-vous les Québécois, ils parlent des aînés. Et j'adore ce mot parce que un aîné, en fait, il se respecte. Il est intégré dans la collectivité, dans la communauté comme un acteur à part entière. Non seulement il a construit le passé, il continue à construire le présent, mais surtout il continue à être acteur du futur.
de votre futur. Merci à vous toutes Merci à vous et à vous tous et tous. toutes. Bonne suite Et à vous. très bonne Ciao, continuation à ciao. vous. Au Au revoir. revoir.